dernière édition du Combo, de la première saison du Combo. Encore un spécial foot aujourd'hui. Et pour ceux qui écoutent en format vidéo, ben vous reconnaissez à nouveau Sid Fowo du Cannes Football Club, analyste sur les ondes de BPM Sport, qui est avec moi. Sid, comment vas-tu? Ça va très très bien, Max. Merci beaucoup. Sid, on a eu des beaux quarts de finale. On a eu du drama, comme je l'aime. Mais juste avant, si jamais c'est pas encore fait, c'est ma dernière chance avant la saison 2 du Combo de vous le dire. Abonnez-vous, s'il vous plaît, à la page YouTube de Mise au jeu. Je pense que ça a vraiment dépassé nos attentes cette année, là. Vous êtes tout près de 1300 abonnés maintenant. Vous avez été extrêmement nombreux à nous écouter. On vous en remercie. Abonnez-vous sur votre plateforme de balado-diffusion préférée, sinon que ce soit Apple Podcast, Spotify, Amazon Podcast, nommez-la. Et laissez un pouce à quelque part, un review 5 étoiles, peu importe la façon dont le GAFA en question fonctionne. Aidez-nous à faire croître le combo. Donc aujourd'hui, encore une fois, spécial Euro, spécial Copa América. On va débuter avec le championnat européen avant de revenir ici. Canada-Venezuela. J'ai hâte, on va en parler un peu plus tard à l'émission. Mais Sid vient de le dire en partant, là. On a eu du drama dans ces quarts de finale et je pense qu'il y a eu des personnes très, très nerveuses en Angleterre. J'avais prédit un but de Jude Bellingham. Je ne m'attendais pas à ce qu'il soit de cette façon-là. Dans les arrêts de jeu, à la dernière action, pratiquement littéralement, Jude Bellingham qui délivre l'Angleterre, Harry Kane qui marque dès le début de la prolongation. Écoute, je suis toujours pas convaincu de l'Angleterre, mais en même temps, j'ai l'impression que ça peut être le genre d'événement que c'est peut-être ça là, qui va faire que, OK, là, c'est parti. En même temps, il serait temps, là, on s'en va en demi-finale. Encore de finale, pardon. À triompher sans péril, hein, on gagne sans gloire. Grosso modo, c'est je dirais le motto de l'Angleterre, parce que on a tellement galéré, mais c'est fou à quel point on avait une équipe anglaise sans idée, fragile, et ce but sorti de nulle part, et qu'on n'aurait pas pu mieux écrire avec un Jude Bellingham qui nous met à retourner pour égaliser. Je pense que ça va servir vraiment à l'état d'esprit, parce que même derrière, on a vu avec le but d'Harry Kane qu'on a vite, je dirais, clos les débats dans ce match. Ça va servir aussi parce qu'il y a beaucoup de joueurs qui ont été impliqués. Il y a eu des changements qui ont été faits. Plus de 5 joueurs différents sont venus mettre leurs pattes à cette qualification. Donc oui, c'était brouillon. Oui, c'est pas au niveau que plusieurs, dont moi le premier, attendent de l'Angleterre. Mais je pense que ce type de qualification fait du bien à un groupe qui était un peu crispé. Et là, qui maintenant, on en discutera, face à la Suisse, voit un petit peu ce parcours, cette autoroute vers la finale. Donc, je pense que c'était beau, très beau. C'est un beau moment de l'Euro, ce but de Jude Bellingham. Et ça va beaucoup servir aux Anglais. Je suis content que tu parles de la Suisse, parce que si vous avez écouté Sid Fowo dans le précédent épisode, ben vous êtes une personne très heureuse aujourd'hui. Sid qui avait prédit que la Suisse passerait à ses quarts de finale. Et il y a un autre échec pour les Italiens. Bon, on était les champions en titre, on n'avait pas réussi à se qualifier pour la Coupe du Monde. Et là, éliminé en huitième de finale comme ça fait mal pour les Italiens. Mais les Suisses, on en a parlé. C'est cette étape. On vient de parler de l'Angleterre, mais en même temps, j'ai hâte de voir pour les Suisses également si les valves vont s'ouvrir après qu'on ait passé la barrière mentale de gagner ce premier tour, puis de le gagner franchement. Parce qu'on l'avait fait dans le précédent Euro, mais c'était au tir au but face à la France. Écoute, c'est une équipe qui n'est pas vraiment une surprise. De plus en plus, ça fait 6 compétitions de suite qui se qualifient, qui sont en mesure de passer le premier tour, qui posent beaucoup de problèmes. On se souvient même à la dernière Coupe du Monde d'un Suisse-Brésil. Tu sais, là où Neymar avait fait toutes ses roulettes. Ça a été un gros mime en 2018. Déjà là, c'était une équipe suisse qui te regardait droit dans les yeux et qui a continué toujours à progresser. Et je crois que cette victoire-là vient en fait valider l'élimination de l'équipe de France au dernier Euro. Pour beaucoup de personnes, c'était des faits de jeu, c'était de la réussite, et la Suisse ne méritait pas cette qualification. Ben, c'est complètement faux. La Suisse avait fait un super match face aux Bleus, et là, ils viennent pour moi de confirmer face à un autre gros adversaire, champion en titre, en battant l'Italie. Donc, c'est sûr que ça pouvait être une surprise, ça se voyait au niveau des cotes, mais
je le voyais un peu venir parce qu'ils ont beaucoup d'éléments pour déranger. C'est une équipe qui est extrêmement solidaire aussi. Une équipe qui, offensivement, a des atouts. Ça va assez vite. C'est costaud aussi. Donc, pour toutes ces raisons-là, la Suisse est un très bel adversaire et il mérite pleinement cette belle qualification en quart de finale. Allemagne et Espagne, sans surprise, ont fait le travail. Allemagne contre le Danemark, Espagne contre la Géorgie. Je veux qu'on parle de France et Portugal. Ils vont s'affronter au prochain tour, mais avant d'y aller dans le match, je veux qu'on revienne sur leurs performances respectives. France-Belgique, finalement, j'étais dans le champ. J'avais espoir que les deux équipes débloquent, qu'on ait un combat épique. On n'a pas eu ça du tout. Et c'est encore un contre son camp pour la France qui les fait avancer. On protège le but, on n'accorde pas de but du côté français, mais dans le jeu, moi j'ai été vraiment déçu par cette rencontre-là. Là. Pour vrai, bon, c'est peut-être moi qui ai mis mes attentes trop haut, qui avait espoir en raison de ce que ces deux clubs-là ont fait dans les dernières années. Clairement, la Belgique, là, ça va être un renouveau, ça va être une nouvelle ère qui va devoir débuter. Et ben, la France avance, la France fait le travail et continue, même si c'était pas nécessairement ce qui était de plus sexy encore. Non, c'était vraiment pas même pour le coup. Et je te dirais ce qui est encore plus inquiétant pour les deux formations, c'était probablement leur meilleur match. Et lorsque tu vois le contenu de la rencontre, on s'est tous endormis devant notre écran. Les Français qui, à un moment donné, avaient une statistique effarante de 1 tir cadré pour 17 tirs pris. Vraiment une équipe qui était très très maladroite dans toutes ces tentatives. La Belgique était un peu plus précis dans ses attaques, mais bon, ils ont tiré que 3 fois au but et on était vraiment très loin de la défense de Mac-Maignan pour venir vraiment les déranger. Lukaku finalement n'a pas débloqué. On a toujours cru que ça arriverait un moment ou un autre. C'est pas arrivé. On a vu une équipe belge défensive, bloc bas, De Bruyne qui n'a pas été impactant. Donc c'était un peu décevant du côté de la Belgique. Et la France, ben, c'était pas mieux, vraiment. Je te dirais que même si on avait pris le contrôle du ballon, les attaques étaient assez lentes, manque de rythme, assez stériles. On a manqué de précision, comme tantôt je le disais. Et donc ça nous a donné un match plutôt terne, qui a été débloqué par un but contre son camp. Le meilleur buteur de l'équipe de France, c'est contre son camp. Donc, ça te dit un peu tout ce qu'il y a à savoir en ce moment sur l'animation offensive des Bleus. Mais tu l'as bien rappelé, défensivement, c'est plutôt solide. On a pris un but en 4 matchs. On continue à être très imperméable. Par contre, voilà, on est en droit d'attendre plus de l'équipe de France. Puis, il en faudra de toute façon en faire plus face au Portugal. Ouais, mais j'ai envie de dire que la bonne nouvelle, c'est qu'on va affronter le Portugal. Parce qu'à part sa victoire expéditive dans la deuxième journée de compétition, le Portugal est pas mieux. Là. Je veux dire que finalement, clairement, la défaite, alors qu'on était déjà qualifié face à la Géorgie, n'était pas nécessairement un accident. On a eu besoin des tirs au but. Ronaldo, pas capable de marquer sur penalty. Font en larmes, d'ailleurs, à la suite de ça. Non, les Portugais non plus m'ont vraiment pas impressionné dans cette victoire-là face à la Slovénie. Ce qui me conforte encore plus dans ma théorie qu'Espagne contre Allemagne, le gagnant de ça s'en va en finale. Là. Oui, ça, on sait, c'est la finale avant l'heure, Espagne-Allemagne. Tu as parlé des pleurs de Ronaldo. Moi, j'étais curieux d'avoir ta réaction par rapport à cette décharge émotionnelle de Cristiano Ronaldo. Moi, je veux dire, ça me dérange pas. En plein match? Ben, je trouve ça. C'est parce que. Comment je dirais ça? N'importe qui d'autre que Ronaldo fait ça, honnêtement, je suis comme Ah! Il y a ça tellement à cœur. Mais honnêtement, je suis désolé, là. Salutations à Elton George. Peut-être que tous les Portugais, là, ferment le. D'ailleurs, je m'en vais au Portugal dans quelques semaines. Allô? Je vais pas me faire d'amis. C'est parce que Ronaldo, pour moi, est tellement en apparence, dans son jeu, souvent individualiste, qu'il y a une partie de moi qui disait bon, il est en train de brailler parce qu'il pense qu'il va finir le tournoi sans but. Là. Puis pas, parce qu'il y a un record, d'ailleurs, je pense, du plus grand nombre de tirs tentés à ce tournoi-là sans avoir marqué. Fait qu'il y a eu un peu de cynisme de ma part, mais je sais pas, tu sais, je trouve c'est tellement une compétition importante que ça me. Mais je suis d'accord avec toi sur le en plein match, c'est vrai. Non, t'es supposé rester. Surtout un leader de sa sorte, un vrai vieux vet, devrait être capable de rester compose, là, comme on dit en anglais, là, de rester concentré sur son match. Fait que ça a été spécial, mais après coup, quand j'y repassais, j'étais les émotions sont hautes dans des tournois comme ça. Toi, t'en as pensé quoi? Écoute, moi, j'adore les athlètes qui pleurent.
Voilà, Ah, moi aussi. j'ai vraiment un faible pour les larmes des sportifs. Pleurez, Ça, gang d'athlètes, pleurez tous. mais écoute, on s'investit tellement en tant que partisan, en tant que passionné dans ces épreuves-là, et que d'avoir cette confirmation que ça leur tient autant à cœur au niveau de la victoire ou de la défaite. Moi, je parle aussi de larmes de joie, c'est pas simplement des larmes Ouais. de tristesse, que personnellement, moi, ça vient me chercher. Mais vraiment, j'ai eu la peine, mais avec lui. J'ai pas eu la peine pour lui, Ouais. j'ai eu la peine avec lui. Le plan sur la mer en tribune, et j'ai l'impression même d'ailleurs que c'est ça qui l'a fait fondre, parce que on le voit dans le scrum, le huddle, excusez-moi pour les anglicismes, j'ai pas vraiment le terme français Le du caucus. regroupement, du caucus, merci beaucoup. Et il a la boule à la gorge, et là, tout d'un coup, il lève les yeux, vu VIP sur les places famille, il voit sa mère pleurer, puis là, il se met à pleurer, puis moi aussi, je voulais pleurer, puis j'étais tellement content Mais quand il c'est. a marqué son penalty. Ouais, mais c'est quoi, justement, en même temps, je repense. Tu sais, si. S'il y a un. C'est parce qu'il y a un côté de moi qui se dit, tu sais, imagine, t'es un jeune joueur de l'équipe, t'es stressé et tout ça. Là, tu vois le meneur, là, t'es comme, oups, là, ça va-tu venir te faire t'effondrer? Mais en même temps, s'il y en a. Tu sais, c'est moins inquiétant que ça arrive à Ronaldo parce que tu le sais qu'il peut shake it off, là, puis continuer, versus un jeune joueur que tu sais pas comment il va rebondir après ça. Mais je Et suis ce d'accord qui avec était toi. intéressant, c'était voir la réaction de ses coéquipiers, qui l'ont tous serré dans les bras, qui l'ont tous mis la table sur l'épaule, qui ont tous dit, écoute, on est ensemble, mais pas une éventuelle élimination ou défaite sur tes épaules. C'est pas toi, c'est nous tous. Et il va en premier prendre le tir au but, il le marque. Voilà, ça, voilà, c'est Ouais. un champion. Mais bon, l'histoire, c'est pas forcément les pleurs, mais c'est Diogo Costa qui a arrêté 3 tirs au but. Incroyable. Extraordinaire, le gardien de Porto. Donc, ils sont prêts, les Portugais. Il nous reste Roumanie, Pays-Bas, Autriche, Turquie dans ces huitièmes de finale avant de y aller pour notre avant-goût des quarts. T'étais pas convaincu par les Pays-Bas. Est-ce que la victoire de 3-0 face à la Roumanie te fait reprendre confiance? Eux aussi sont du bon côté du tableau. Oui, parce qu'ils ont tellement déjoué face à la France, malgré ce but refusé de Xavier Simons pour un hors-jeu un peu discutable à côté de Mike Maignan, et surtout face à l'Autriche, où ils ont perdu 3-2, que j'avais un petit peu déchanté face aux Pays-Bas. Néanmoins, ça c'est vraiment une victoire, je veux dire, sans net et sans bavure de la part des Hollandais là, qui ont été très impressionnants. Bon, c'est une équipe roumaine, je te dirais, qui est un petit peu comme les Slovaques ou les Slovènes, les Géorgiens. Eux, ils étaient juste contents d'être là dans ce tableau des huitièmes de finale, et n'ont pas offert une grande opposition. Néanmoins, je pense que ça fait beaucoup de confiance, parce que lorsque tu marques 3 buts, c'est jamais anodin. Et ouais, bon résultat de la part des Pays-Bas, qui eux aussi doivent se dire, la finale, elle n'est pas très loin dans ce tableau dégagé. Est-ce qu'on a notre Danemark 2024? La Turquie. La Turquie qui a énormément de partisans dans les tribunes. La Turquie qui. Oh, la Turquie qui est le fun. C'est une équipe fun à regarder, je trouve. Ben, ils ont officiellement le plus grand nombre de supporters. Donc, Ah ouais? j'ai fouillé, et oui, plus que l'Allemagne. Vraiment, lorsque tu parles de nombre de tickets vendus. Genre, ils regardent la provenance de où tu achètes le billet, mettons. Genre, mettons, la carte de crédit vient Oui, d'où? voilà, c'est ça, exactement. Ouais. Et parce que bon, chaque fédération a un quota de billets, mais ensuite on peut avoir un peu plus d'informations, et c'est vrai que c'est impressionnant. Mais d'ailleurs, les Pays-Bas aussi, hein, parce que les Pays-Bas aussi il y a vraiment une vague orange. Donc moi, je m'attends tout simplement au plus beau match dans les tribunes entre les deux formations. Mais la Turquie, c'était pas non plus je dirais le match. Ils n'ont pas fait le match du siècle, les Turcs, mais ils ont mis cet enthousiasme face à une équipe autrichienne qui, pour beaucoup, était de plus en plus l'équipe surprise dont il fallait se méfier. Je pense que beaucoup ont favorisé l'Autriche, avec raison, parce qu'ils ont fait une grosse phase de poule. Mais les Turcs, ils sont, voilà, ils sont pas 11. Ils sont pas 12, comme on dit avec le 12e homme. Je dirais, ils sont 40 000, puis ça fait des grosses différences. Incroyable. On va avoir des beaux quarts de finale. Donc, Allemagne contre Espagne, France-Portugal, Turquie-Pays-Bas,
Suisse contre Angleterre. Et le premier qui va se jouer vendredi midi, ben, on le dit, c'est la finale avant la finale en ce qui nous concerne. C'est l'Allemagne contre l'Espagne vendredi midi. Et regardez les cotes. Même les preneurs au livre, ils vont à peine d'un favori. Alors, la cote de l'Espagne est à 2,70, très légèrement favorisée sur l'Allemagne à 2,75. 3,15 pour la nulle. Mais pour vous donner une idée, si vous y allez avec un score, autant une victoire de 1-0 des Allemands qu'une victoire de 1-0 de l'Espagne. Ce sont des cotes de 7,75 et ironiquement, la cote favorisée, ben, c'est le 1-1 et donc une prolongation, un verdict nul entre Espagne et Allemagne. On en a parlé ensemble à plusieurs reprises, Sid. Moi, ce sont les deux pays qui m'impressionnent le plus durant ce tournoi et j'exclus les matchs amicaux. En match compétitif, l'Espagne est sur une séquence de 10 victoires. 10 victoires consécutives en match compétitif. Donc, c'est des victoires. Là. Donc, si ça va en prolongation, tir au but, peu importe, on gagne avant les 90 minutes de jeu. L'Espagne aussi, l'Allemagne aussi est franchement impressionnante devant ses partisans. Ma tête n'est pas encore faite pour le moment sur cette rencontre-là. Ah, mais tu fais bien de le rappeler, on est un peu resté sur cette image d'une Coupe du Monde peut-être décevante avec cette élimination face au Maroc en séance de tir au but. Mais depuis, on s'est bien replacé avec cette Ligue des Nations remportée et le fait que l'Espagne continue d'être l'une des grosses équipes européennes, mondiales en fait. Et là, ce qui est intéressant, c'est leur manière d'attaquer. Les côtés sont juste explosifs avec Lamine Yamal et Nico Williams qui ont encore eu une grosse performance. Ils jouent tellement juste. Le but de Williams, voilà, que dire. Mais la passe de Yamal, par exemple, sur le but de Fabian Ruiz, ils jouent tellement juste, ils ont vraiment de l'or dans les pieds, ces deux petits garçons, et ça fait une équipe d'Espagne qui est vraiment très cohérente. Maintenant, défensivement, ils n'ont pas forcément été très bousculés à date. Oui, ils ont rendu les matchs contre l'Italie ou les matchs contre la Croatie faciles parce qu'ils ont été tellement au-dessus. Mais j'aimerais vraiment voir contre une équipe qui est en mesure de pouvoir leur faire un peu plus mal. J'avoue que j'ai un peu des doutes sur la charnière centrale Laporte et Normand, mais c'est une équipe espagnole qui est tout en maîtrise et on peut quasiment s'avancer de dire que le gagnant de ce match-là va remporter l'Euro. C'est vraiment intéressant. C'est vraiment à la fois intéressant qu'il joue l'Allemagne. C'est dommage qu'il le joue à ce stade-ci de la compétition. Mais très, très belle équipe d'Espagne. Vraiment, c'est juste une équipe très, très, très impressionnante. Par contre, voilà, ça leur il manque ce match test face à une grosse nation pour voir de quel bois ils se chauffent, face à une équipe qui est capable de rester défensivement, mais qui est aussi capable de poser des problèmes offensivement. Parce qu'on a vu contre la Géorgie, à quelques reprises, si les Géorgiens jouaient mieux les coups, ils auraient pu faire mal à l'Espagne. J'ai envie d'y aller pour une rencontre où il va se passer beaucoup de choses en première demi. Peut-être un nul et un 1-1 première demi. Moi, j'ai tellement aimé le début du match de l'Allemagne en 8e de finale. Ils sont venus pour jouer. Ils ont été sensationnels en début de rencontre. Il y a eu un but refusé sur corner. Si ma mémoire est bonne, c'était pas un coup franc, c'était un corner. Il y a eu faute dans la surface de réparation. Puis je veux dire, il semblait venir. Après ça, bon, il y a eu l'arrêt pour éclair et tout ça, là, qui est venu un peu changer le tempo du match. Mais moi, j'ai comme l'impression que les Allemands, devant leur foule, vont peut-être marquer rapidement, que l'Espagne va répliquer dès la première demi. Je ne serais pas surpris qu'on ressorte la première période à 1. Je vois aussi les deux équipes marquées. Je vois pas comment dans ce cas de figure, on a quand même un certain déséquilibre qui est que les attaques sont meilleures que les défenses respectives. Donc, quelle que soit la configuration du match, même si l'Espagne arrive à confisquer le ballon, on se fait prendre en transition rapide par Musiala, par Wirtz. C'est certain que l'Allemagne va marquer et l'Espagne, sur 90 minutes, je les vois très mal ne pas marquer un but, tellement ils sont sûrs de leur football. Donc, est-ce que ces buts-là vont arriver en première mi-temps?
c'est vrai que ça pourrait faire un super match, si c'est le cas, parce que ça voudrait dire que ça a débloqué rapidement. Mais écoute, j'ai tendance à te suivre dans cette idée, dans ce scénario que j'ai envie de voir. Un but rapide, peut-être sur le premier coup de pied arrêté, il y a but, et ensuite ça va un peu dans tous les sens. Ce serait un bon scénario. L'Allemagne était mon favori pour gagner le tournoi. Après la phase de groupe, je suis allé avec l'Espagne. Écoute, peu importe qui va gagner le match, moi, il va être mon favori. On dirait que j'ai vraiment aimé le match de l'Espagne en huitième l'Allemagne, excuse, en huitième de finale. On dirait que devant la foule, j'ai peut-être une. À l'heure actuelle, j'ai un petit penchant de rien pour l'Allemagne. Ça se peut que d'ici vendredi, je rechange mon fusil d'épaule. Alors, dans ce cas-là, Sid, qu'est-ce qu'on fait? On se fixe un budget, on met des petits montants. Si on n'est pas à l'aise à y aller sur cette rencontre, on va ailleurs. On cherche autre chose comme on vient de le faire, des buts marqués en première demi, le total de buts. Parce que bien malin, celui qui est capable de prédire cette rencontre-là. Pour le moment, j'ai un petit penchant pour l'Allemagne, toi. Espagne. Même à domicile, je vois cette équipe arriver à triompher face à une grosse équipe d'Allemagne, triompher aussi face à un public qui va lui être hostile, forcément. Mais je me souviens à la Coupe du Monde, même si ça a terminé 1-1 entre les deux équipes, l'Espagne avait tellement le monopole du ballon que j'ai l'impression que cette édition-là, avec les deux flèches sur le côté, avec un Morata aussi qui est très en forme, on a Olmo sur le banc, Fabian Ruiz qui est l'un des joueurs de l'Euro depuis le début de la compétition. J'ai vraiment l'impression qu'on va réussir à débloquer et à ce moment-ci vraiment prendre un avantage qui sera trop compliqué pour l'Allemagne. Donc non, je pense que l'Espagne, je les favorise dans ce match-là. Comme vous voyez, les cotes sont quasiment identiques. Donc, incroyable. C'est quasiment. Pas en finale, là, en quart de finale. Puis on va vous montrer les cotes pour les autres rencontres un peu plus tard. Là. Vous allez voir que c'est pas comme ça partout. Là. La grande injustice, c'est qu'une d'Allemagne ou Espagne sera éliminée. L'autre grande injustice, c'est qu'un de Portugal ou France est assuré d'aller en demi-finale. Je vais juste dire de ce qu'ils nous ont montré jusqu'ici. Moi, j'ai pas été convaincu. On en a parlé un petit peu plus tôt. La France, favorisée, 2,3. Portugal, 3,25. Le nul est favorisé devant Portugal. Donc, c'est France, nul, Portugal. Donc, je vous rappelle, là, ne vous faites pas avoir si vous choisissez victoire. C'est une victoire à la régulière. Sinon, vous pouvez y aller simplement pour se qualifier. Les cotes sont différentes, mais si vous voulez vraiment y aller avec, je ne sais pas moi, France, et exclure la possibilité de match nul, vous choisissez France pour se qualifier. Et dans ce cas-là, une victoire en prolongation ou au tir au but vous donne votre score également. Et moi, Sid, je favorise la nulle dans ce match-là. Puis je favorise une nulle. Je trouve ça plate, mais j'ai envie d'y aller à une nulle à 0-0. C'est vraiment l'impression que j'ai. Pas d'Adrien Rabiot en milieu de terrain. Ça, j'ai hâte de t'entendre là-dessus. Comment on va compenser Adrien Rabiot qui est suspendu sur accumulation de cartons en raison de ce qui s'est passé dans le dernier match. Je sais que c'est la grande question dans les médias français. Comment on va le remplacer au milieu du terrain? Quel type de formation on va y aller? Mais une des courroies de transmission du milieu français qui ne sera pas là, ça peut avoir un gros impact sur la rencontre. J'espère vraiment pas que ce soit un 0-0 parce que c'est deux équipes qui commencent à avoir une étiquette d'équipes qui déjouent complètement par rapport à leur potentiel offensif notamment. Ce serait complètement fou, mais à la fois tellement logique par rapport à tout ce qu'ils nous ont montré les dernières semaines, que ce soit un 0-0, mais j'ai envie d'avoir un match qui va dans tous les sens entre les Portugais et les Français. Ce serait trop décevant que ça se passe comme ça, mais j'ai l'impression qu'il faut que ça se débloque assez rapidement parce que à partir de la 70e minute, si les deux équipes sont encore à égalité, on a l'impression qu'on va aller perdre le maximum de temps possible pour se rendre au tir au but et que deux gros gardiens spécialistes de l'exercice de tir au but règlent la question comme des grands garçons. Donc, j'espère vraiment qu'on sera en mesure du côté du Portugal et de la France de pouvoir régler ça avant et surtout de nous donner un très beau match, un match dont on se souviendra. C'est vrai que tu as la suspension d'Adrien Rabiot. C'est jamais simple avec Didier Deschamps, parce que la réponse simple, c'est de mettre Eduardo Camavinga, qui joue à ce poste-là et qui est gaucher aussi. Par contre, ça n'a jamais été la façon de faire de Deschamps, c'est-à-dire d'être simple et de faire ce que un peu tout le monde attend. Donc, est-ce qu'il y aura des changements dans la formation? Oui, je m'attends à des changements. Maintenant, lesquels? Difficile à dire.
on est sur des logiques qui parfois sont un peu compliquées à suivre côté de Deschamps, mais écoute, il a la main heureuse aussi, hein. C'est lui qui fait rentrer Kolo Muani, qui provoque ce but contre son camp des Belges. Donc, je me demande comment la France va aborder le match. On a l'impression que du côté portugais, en tout cas, il n'y a plus de complexe. On sait que, voilà, même si on respecte la France, on sait qu'on a beaucoup d'atouts. Je pense que la victoire au tir au but, surtout la manière dont ça s'est fait, donne aussi beaucoup de confiance. Si le match s'étire, on a une équipe qui sait qu'elle est capable de réussir cet exercice-là. Les Français, ils pensent qu'ils peuvent le faire parce qu'il y a Mac Maignan et qui est un très bon gardien. Mais les Portugais savent qu'ils peuvent le faire. Donc ça, c'est quand même différent comme état d'esprit. Donc voilà, je m'attends à un match qui va être très serré, mais j'espère qu'un fait de jeu va rapidement le débloquer. Parce que là, on verra le meilleur de ces deux équipes-là. Je trouve ça intéressant ce que tu viens de dire sur les Portugais qui savent qu'ils peuvent le faire. Puis c'est justement là où j'allais, c'est que les Français, ces dernières années, ont toute l'expérience du monde. La preuve, si on gagne, si on se qualifie, là, en fait, ce sera notre 4e demi-finale en 5 tournois majeurs. Bien sûr, il y a eu la finale perdue contre le Portugal en 2016. On a gagné la Coupe du Monde en 2018. On a fait faux bond à l'Euro 2020 en 2021. Là. Et on a fait une autre finale en Coupe du Monde. Donc, ce serait une 4e demi-finale en 5. Donc, historiquement, avec une bonne partie du groupe, on a l'expérience, mais tu as raison, qu'à court terme, là, ça peut commencer à leur jouer dans la tête, alors que le Portugal, on peut s'appuyer quand même sur cette victoire-là de 3-0 face à la Turquie. Je pense malheureusement que Kylian Mbappé et Cristiano Ronaldo ne nous donneront pas un repeat de la finale de la Coupe du Monde entre Mbappé et Messi. Ça semble pas s'aligner là, en tout cas. Mais je vois tellement de mimes sur ça, sur le fait que ce ne sera pas à la hauteur du match entre Mbappé et Messi dans la finale de la Coupe du Monde, le match dans le match, pour être plus précis. Mais en fait, je le souhaite aux deux joueurs un spectacle offensif, mais c'est tellement pas dans la mentalité des deux équipes qui se sont vraiment construites sur un socle défensif. Essentiellement, ces deux équipes qui ne veulent pas perdre, ne veulent pas encaisser, et ensuite espèrent que leurs étoiles devant brillent suffisamment. On poursuit maintenant de l'autre côté parce que oui, le gagnant d'Espagne-Allemagne et le gagnant de Portugal-France s'affrontent en demi-finale. Et de l'autre côté du tableau, donc, ça va être samedi que ça va se jouer et ça débute à midi entre l'Angleterre et la Suisse. Et donc, les Anglais qui sont favorisés, mais on va y revenir, là, mais pas autant que l'autre rencontre entre les Pays-Bas et la Suisse. Donc, l'Angleterre est favorisée à 2,2. Ensuite de ça, le verdict nul est à 3 et la Suisse à 3,75. Moi, je ne vais pas être surpris du tout. On en a parlé il y a quelques minutes, Sid, si la fin de la rencontre en 8e de finale pour l'Angleterre, c'est ça qui a fait basculer les choses. On reviendra un peu plus tard sur le gagnant du meilleur buteur, mais je pense que Harry Kane, là, soudainement, s'est tracé devant lui qu'il puisse gagner ce titre-là. Attention quand même à Jude Bellingham, si jamais ça l'a lui aussi mis en feu, son but marqué. Mais oui, moi, je pense que c'est le genre d'événement qui va te rallier une équipe et au moins amener l'Angleterre à une demi-finale. Je vais y aller avec l'Angleterre et ça n'ira pas en prolongation ce coup-ci face à la Suisse qui connaît un très beau tournoi quand même, il faut le mentionner. Ce sera l'Angleterre à la régulière en dedans de 90 minutes. On est sur la même longueur d'onde, Max. J'ai les Anglais aussi qui se qualifient, malgré tout ce que j'ai dit sur la Suisse. Je pense que les Anglais, cette décharge émotionnelle, cette libération qu'a représenté un but sur la dernière occasion possible, parce que la touche aurait été repoussée, l'arbitre se sifflait et puis l'Angleterre était battue. Donc, c'est ce but-là de Bellingham et comment tout le groupe a pu se rallier. On a vu des Guy, des Maino, on a vu Gallagher, on a vu Palmer, on a vu de nombreux joueurs du banc venir apporter Oli Watkins, apporter leur pierre à l'édifice. Je pense que ça fait un espèce d'esprit de corps qui va servir à la fois les joueurs, mais aussi Southgate, de se dire aussi que s'il doit faire des changements, il est capable de les faire plus tôt.
moins, je te dirais, moins paralysé par rapport aux égos et au statut des joueurs. Je pense que ça libère complètement l'Angleterre et c'est pour ça que je les vois l'emporter. C'est aussi beaucoup pour la Suisse d'enchaîner ces résultats-là. C'est quand même deux gros morceaux à la suite pour les Suisses, mais même si je pense qu'ils peuvent offrir une bonne opposition, je vois l'Angleterre l'emporter et aller en demi-finale. Ah, je suis d'accord. T'as-tu vu les images dans les pubs lorsque le but de Bellingham a été marqué en Angleterre? Ça l'a Encore mieux, as-tu vu ceux qui sont sortis du stade avant la fin du match? Non, ça, j'ai. Non, non. Pourquoi les gens font encore ça en 2024? Non! Surtout pas en. Non! Pas en 8. Non! Évidemment, ils ont été leur droit d'entrée a été refusé puisqu'ils étaient sortis de l'enceinte du stade. Mais c'était fascinant de voir les commentaires et tu te rends compte à quel point tu es passé si proche d'une élimination qui aurait été assez mal reçue, merci. Mais c'était très très fort de voir. Il y a beaucoup d'Anglais qui étaient sortis et qui ont juste entendu l'espèce de pop sur le but de Bellingham et malheureusement, voilà, on a raté un moment historique. Non, mais c'est pas 2-0 la gang, c'est pas 3-0. On est à la description ensemble des matchs du CF Montréal à la radio, là, puis en saison régulière, là, déjà que, bon, je le ferai pas, mais je peux comprendre. Tu rates une remontée de saison régulière, c'est plate, là, mais c'est pas non plus, mais en 8e de finale du championnat européen, à 1-0! À 1-0! Non! Mais qu'est-ce que tu fais? Hey, t'as pas payé 5 $ pour être là en plus! Non! Oh my God! Non, ça, c'est comme aller dans un resto fancy, là, puis, je sais pas, moi, prendre l'affaire que t'es capable de te faire à la maison. Là. La salade César. Je vois qu'on a les mêmes principes de commande. Je vais. Moi, ça, c'est ma façon de voir les choses. Si je suis capable de me faire. Si je vais dans un resto déjeuner, je vais pas prendre œuf bacon. Je suis capable d'être très satisfait de mes œufs bacon à la maison. Je vais prendre ce qui est sur le menu et qui est comme oh, ça, j'ai jamais pensé à ça pour déjeuner. Oh là là. J'ai hâte d'aller voir les images après qu'on va avoir enregistré. Là, je vais aller rire d'eux. Je vais être comme dans. C'est qui déjà dans Simpson là, qui est là? En tout cas. Ah oui, c'est trop longtemps, j'ai pas écouté les Simpsons. Ouais, moi non plus. J'ai pas le nom du camarade de Bart qui fait ça. Ouais. Venez nous le Barney, dire. Le Boatka. C'est pas officiellement son fils, là, mais on comprend que c'est le fils de Barney. Là. En tout cas, lui. Laissez-nous savoir en commentaire. Les deux, on fait complètement nos références Simpson. Pour conclure les huitièmes de finale, Pays-Bas contre Turquie. Pour moi aussi, les Pays-Bas sont partis. Belle présence des Turcs. Honnêtement, mon cœur est avec la Turquie. Je veux voir cette belle histoire se poursuivre. Donc, mon cœur est en partie avec la Turquie. Même si j'ai un nom qui commence par Van, je n'ai pas d'origine des Pays-Bas. Alors, faut le mentionner. Hein. Donc, ce sera une victoire à la régulière des Pays-Bas, qui d'ailleurs est l'équipe la plus largement favorisée dans son match quart de finale. 1,57 la cote des Pays-Bas. Donc, très dangereux quand la cote est aussi élevée parce que, ben justement, je veux dire, tout peut arriver dans un match à élimination directe dans une compétition de la sorte. Donc, 1,57, 4 pour la nulle et 5,75 pour la Turquie. Je vois les Pays-Bas l'emporter, sans dire que ce sera de façon aussi convaincante que le 3-0. Ce sera en dedans de 90 minutes. Les Turcs sont une belle histoire, mais j'en ai pas assez vu pour me convaincre de vouloir y aller avec une équipe autant négligée. Surtout qu'on a vu le match Turquie-Portugal. Puis moi, c'est ça qui me fait un peu douter de la Turquie. On est capable d'emballer les matchs, certes. Côté turc, le public est incroyablement bouillant. Ça, c'est une évidence. Arda Güler aussi, joueur vraiment extraordinaire, la petite pépite du Real Madrid. Mais pour le coup, j'ai vraiment l'impression que dès que le niveau s'élève un petit peu trop, on n'est pas en mesure de suivre côté turc. Donc, ce serait la belle surprise de ce plateau des huitièmes de finale. On a vu que la cote est vraiment très élevée. Voilà, j'en ai pas assez vu pour aller du côté turc. Puis même si ça ferait une super belle histoire, une super belle, je te dirais,
voilà, on a besoin de ce genre de parcours pour vibrer. Pour moi, les Pays-Bas avec Depay, avec Gakpo, avec Simons, c'est au-dessus. Mais je les vois l'emporter. Espagne-Allemagne. J'y suis allé légèrement avec l'Allemagne. Tu y es allé avec l'Espagne. Je viens de me rendre compte que j'ai dit que j'envoyais le match Portugal-France en prolongation. J'ai envie d'y aller. Alors, tu penches de quel côté? Je suis tellement pas con. Ça va être Portugal. Oh! Ça va être Portugal en prolongation. Ce sera donc Allemagne-Portugal de mon côté. Toi, tu y vas avec Espagne et France. Et France. Régulière ou prolongation? Régulière. Ouh, OK. On a une confrontation directe, là, donc on est complètement à l'opposé. Angleterre, Suisse et Pays-Bas, Turquie. Les deux, on y va avec Angleterre et Pays-Bas. Je vais y aller avec l'Allemagne pour se rendre en finale. Hey! Est-ce que les Pays-Bas causent la surprise et battent l'Angleterre en demi-finale? Comment tu vois ça? C'est possible. C'est une équipe qui peut vraiment poser des problèmes parce qu'ils ont une belle verticalité. Défensivement, ils sont assez solides. Van Dijk connaît très bien l'attaque anglaise. Ils ont des atouts. Mais je vais rester sur ce que j'ai dit depuis le début de l'Euro. Pour moi, l'Angleterre est le favori. Donc, je vais mettre l'Angleterre devant les Pays-Bas ou la Turquie et à commencer par la Suisse. Donc, l'Angleterre en finale. Face, de mon côté, ce serait l'Espagne. Et l'Angleterre. Je vais aller face à l'Allemagne. J'ai aussi aller avec l'Angleterre face à l'Allemagne. Écoutez, Sid, pas moi, parce que j'ai une confession à faire. Là. Il y a beaucoup de cœur derrière ma sélection allemande. J'aime les Allemands. D'abord, je suis un grand écoute, fan de il y en a tout autant de côté de... Quand je te parle de la France en régulier... OK, donc, pour Portugal-France, on y va avec moi, parce que je suis impartial. C'est pas très rationnel. Non, mais c'est parfait, ça, c'est important de le dire. Et pour Espagne-Allemagne, on y va avec Sid, parce que c'est lui qui est impartial. Non, mais je suis un grand fan de Neuer. Puis j'aime beaucoup Kai Havertz aussi, le jeune Florian Wirtz. Il y a beaucoup de joueurs allemands que j'adore. Et règle générale, les Allemands ont toujours le meilleur swag. Toujours pas décidé ce que je pense du kit mauve et rose, par contre, cette année. Comme je t'ai dit, meilleur vendeur. Oui, je le sais, mais des fois, dans la vie, il y a des choses. Le kit régulier. Cette année, c'est pas mon kit allemand régulier préféré, mais règle générale, le kit blanc de l'Allemagne est toujours splendide. Puis c'est le kit mauve et rose que le plus pogné. Et comprenez-moi bien, j'adore le rose. C'est de en témoigner, je porte souvent du rose. Je sais pas. Je trouve que... moi, c'est la veste noire qui, pour le coup, j'ai trouvé vraiment une belle réussite de la part de l'équipementier. Donc, pour le coup, on a bien travaillé. Non, ça aurait fait un bon podcast. Ça. On fait exactement le même tableau, mais par kit. Cette année, je dois donner que moi, j'ai beaucoup aimé. Et même, on aurait pu aller plus loin. Moi, je te dis, équipement au complet. On regarde un peu aussi maillot d'entraînement, veste pour aller au stade. Oui. Qui a la meilleure collection? C'est bon, ça. C'est très bon. Très bon. J'ai pas assez regardé les collections complètes de tous. Il y en a quelques-unes qui m'ont marqué. Entre autres, tu viens de parler de l'Allemagne. Mais sur le terrain, moi, les 2 maillots français cette année sont splendides. Mon seul commentaire aurait été de rapetisser un petit peu le coq. Le coq. Je trouve qu'il est trop... C'est un bon poulet, hein? Si l'objectif était de dire que nous sommes le coq dans cette basse-cour de l'Euro, à date, ça fonctionne pas. Ça fonctionne pas très bien. Non, je suis tellement d'accord avec toi. Et d'autant plus que je l'ai vu sur les maillots enfants, le coq est beaucoup plus petit et c'est vrai que c'est très élégant. OK, donc j'y vais avec une victoire allemande pour gagner ce championnat. On envoie à peu près tous les gros vets allemands à la retraite internationale sur une belle histoire et le vécu heureux et heureux. Pas beaucoup d'enfants, là, ça c'est bizarre. Peut-être avec leur partenaire de vie, pas leur coéquipier. Et tu y vas avec une victoire espagnole, c'est bien ça? Non, à la victoire finale, je reste sur l'Angleterre. Tu restes sur l'Angleterre? Je reste sur l'Angleterre. Ouais. Tu restes sur l'Angleterre? Ouais. Je sais pas, j'ai l'impression que cette génération va enfin... It's coming home. It's coming home, exactly. Voilà, j'ai l'impression que cette génération va enfin renverser cette un peu malédiction. Donc, ou bien écrire une autre page. Je sais pas, mais...
Moi, si l'Espagne bat les Allemands, il est mon champion. Donc, mon deuxième favori n'est même pas l'Angleterre que je vois en finale, peu importe. C'est le gagnant Non, Allemagne-Espagne non, pour mais moi. c'est pas d'un point de vue purement sportif, c'est tout à fait logique. C'est même la décision la plus logique possible que le gagnant d'Espagne-Allemagne remporte l'Euro. Je pense que toute autre décision est très très émotive et s'explique par ne s'explique pas par des phénomènes sportifs. Mais ce sont les trois favoris. Hein. À l'heure actuelle, Angleterre est toujours premier à 4,75. Espagne est à 5, Allemagne à 5,75. Et ça en dit beaucoup sur Espagne-Allemagne. Moi, j'aurais été curieux de voir s'ils n'étaient pas sur le même tableau, les fluctuations au fil du tournoi, parce que ça a un impact, tu sais, dans des tournois comme évidemment, ça, moi, je pense que l'Angleterre a son statut et l'a maintenu sur tout l'Euro puisqu'ils ont continué à être qualifiés. Maintenant, les tableaux, parce que derrière Espagne-Allemagne, il faudra battre le Portugal ou la France. C'est vrai que c'est compliqué, mais je pense sincèrement que si l'Espagne ou l'Allemagne étaient reversés dans l'autre partie du tableau, leur cote serait supérieure à celle inférieure pour dire qu'ils sont plus favoris que l'Angleterre. J'en suis persuadé parce que sur ce qui a été montré d'un point de vue football par les deux équipes, elles sont favorites. Si on regarde juste avant de passer à la Copa América, Sid, pour le titre de meilleur buteur de cet Euro, à l'heure actuelle, c'est Cody Gakpo des Pays-Bas qui est à égalité. Là. Il y a une grosse égalité avec 3 buts. Il y a Musiala de l'Allemagne également qui est encore en course. Donc, Gakpo est le favori et suivi de Musiala. Mais moi, je déteste pas, je te l'ai dit, le Harry Kane à 2 parce que je pense que les Anglais se rendent jusqu'en finale et pour encore peut-être marquer 1-2 buts, j'irai avec Harry Kane devant les deux autres, mais c'est pas joué. C'est pas joué du tout. Et bien, Musiala, je l'ai dit, j'ai les Allemands aussi en finale, donc tout est encore possible. Mais écoutez, si vous pensez qu'Mbappé débloque là, à 12, là, il est au 5e rang, ben c'est possible. Parce que, je veux dire, 2 buts, là, c'est facile à rattraper. Mbappé a l'historique de marquer beaucoup et de marquer des gros buts dans des phases éliminatoires. Donc, tout est encore joué, à jouer plutôt, du côté du meilleur buteur de l'Euro. Mais écoute, moi, je la trouve tellement tentante, la cote à 15 de Jude Bellingham, que je dois vraiment y aller avec ça parce que Ah ouais! Wow. il est à 2 buts déjà, donc c'est pas non plus fou de penser qu'il puisse en marquer 2 jusqu'à la fin de la compétition. S'ils vont jusqu'au bout, donc dans ma logique où l'Angleterre va jusqu'au bout, ça veut dire 3 matchs à faire pour Bellingham au moment où on se parle, moi et Max. Mais pour le coup, oui, Bellingham à 15, moi ça me plaît beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est quoi de mettre un petit montant chacun sur Kane et Bellingham? Je trouve ça intéressant. Parce que les cotes sont extrêmement élevées. 7,25 pour Kane, 15 pour Bellingham. Les deux, on pense que cette équipe-là se rend au bout. Et je pense que ça va passer par eux. C'est que, mettons, Musiala, Kai Havertz, c'est que les Allemands, je pense que ça peut venir de n'importe qui. Alors que je trouve que des Anglais, je vois difficilement un scénario dans lequel au moins Kane ou Bellingham ne marquent pas 1 ou 2 buts d'ici la fin du tournoi. Mais je pense que Musiala aurait été un très bon choix dans un contexte où on a des adversaires qui sont peut-être un peu plus à la portée de l'Allemagne. Maintenant, ça va venir de n'importe où. Ça va venir sûrement de coups de pied arrêtés, donc de buts, pourquoi pas, même de Rudiger, d'un but d'une personne qui viendrait du banc. On a vu aussi, il y a Füllkrug qui est dans la liste. Mais bon, pour qu'il fasse meilleur buteur, ce sera tout de même compliqué. J'ai l'impression que les matchs vont être vraiment disputés, chaudement disputés, et les buteurs vont venir un peu de n'importe où. Donc, j'ai du mal à choisir un Allemand ou un Espagnol. Petite anecdote, le but de Bellingham, sans dire que je pensais qu'il avait marqué un retourné, on parlait de ce syndrome du super-héros qu'il habite, avec des côtés positifs et des côtés négatifs. Mais ça faisait un bon 20 minutes qu'on décryptait avec mes amis et qu'on se disait, mais il va marquer, il va se passer quelque chose, il va marquer. J'ai l'impression que ce joueur-là, il a quelque chose et d'une forme est touché par une espèce de grâce qui fait qu'en sorte qu'il va marquer. Et puis, on n'y croyait pas vraiment lorsque ça arrivait, mais c'est arrivé. Et puis, c'est pas un hasard que ça arrive. Donc, pour ces raisons-là, je pense que je le vois bien marquer encore 2 buts d'ici à la fin de la compétition si l'Angleterre se rend au bout.
Ouais, comme tu l'as dit, là, avec sa cote de 15, c'est bon pour le 6e rang, quand même. Bon, Par contre, il y en a qui sont déjà éliminés. Je vois Mikodats de la Géorgie à 26. Attention de pas choisir un joueur qui n'a plus de match. Non, effectivement, il est encore disponible sur notre tableau, là, mais c'est très bien dit. Très, très, très bien dit. Sid, avant de se laisser, il faut parler de ce match du Canada contre le Venezuela à la Copa América. Et bien là, j'ai vraiment besoin de tes lumières. Parce que je trouve que le Venezuela, peut-être derrière Argentine et Uruguay, pour moi, a été une des formations assez impressionnantes dans ce tournoi. Et je suis surpris à quel point le Canada n'est pas tant négligé que ça. La cote du Venezuela est de 2,6, le Canada est à 2,9 et la nulle à 3. Bon, le Canada a eu les 2 derniers matchs où il a joué à 11 contre 10, des cartons rouges à chacun de ses 2 derniers adversaires. Une victoire, une défaite, un verdict nul, des difficultés à trouver le fond du filet du côté canadien. Comment tu vois ça? Moi, je suis surpris de voir que le Canada n'est pas autant négligé que je croyais dans cette rencontre-là. Oui, après, le Venezuela, c'est pas non plus une énorme formation d'Amérique du Sud, même si on est sur 3 victoires consécutives, ça fait 4 matchs qu'on n'a pas perdu. C'est pas une équipe qui, je te dirais, a un gros statut, et donc malgré leur belle victoire de leur phase de groupe avec 3 victoires et donc 9 points, on les voit peut-être, je dirais, se faire surprendre par le Canada. C'est un match qui va être très intéressant parce que ça fait longtemps que le Canada, justement, n'est pas dans une configuration où il y a un écart, il n'y a pas d'écart plutôt entre eux et leur adversaire. Donc, à voir comment ils vont prendre ce match-là. Moi, je t'ai souvent parlé un peu de l'humilité. Et parfois un peu du manque d'humilité. et j'espère qu'on va demeurer sérieux côté canadien pour, je dirais, à la fois défendre comme il le faut, rester dans un bloc moyen ou bas et exploiter les transitions rapides comme on sait très bien le faire. Et on va être opportuniste parce qu'on a besoin absolument de corriger cette statistique-là que le Canada a marqué un seul but en 3 matchs. C'est quand même une réalité. Le Venezuela en a marqué 6. Donc, et c'est plutôt une bonne défense puisqu'ils en ont encaissé que 2. Et donc voilà, donc c'est un match qui va être intéressant. D'un point de vue purement émotif, c'est sûr que je vais aller avec le Canada. Je ne serais pas surpris que le résultat ne soit pas en notre faveur non plus parce que, comme je dis, le Canada n'a pas beaucoup montré dans cette Copa. Non, puis j'ai vraiment aimé la deuxième demi contre le Pérou. C'était à 11 contre 10. J'ai pas tant aimé le match contre le Chili, mais en même temps, un nul nous qualifiait. Est-ce que vraiment, c'est parce qu'on s'est dit, let's go, on est all-in sur le nul, on n'essaye même pas? Je sais pas trop. Il y a aussi la perte de Tajon Buchanan là, qui s'est blessé à l'entraînement. Bon, il avait été retiré de la formation partante. Pas grave, Tajon Buchanan qui embarque dans un match, c'est énorme quand même. J'avoue humblement ne pas être confiant et je vais respecter la règle que je vous ai dit un peu plus tôt. Moi, personnellement, sur celle-là, je ne ferai pas de choix. De un, je vais respecter mon budget, mais surtout, de deux, je vais respecter ma règle. Je suis trop émotionnellement impliqué dans cette rencontre-là. J'ai peur que d'y aller avec le Canada pour la victoire, ce soit strictement un choix de cœur. Alors que, honnêtement, le scénario dans lequel je vois le match de Canada gagner, Big Save Crépeau. Big Save Crépeau continue de faire les arrêts. Une victoire de 1-0, un but sur une action qui arrive là. C'est possible, mais... Oui, c'est possible, mais il faut être opportuniste dans ces phases de réparation, chose que le Canada n'a pas été durant toute la compétition. Tu fais bien de le rappeler, le Canada a joué 2 matchs à 11 contre 10, à chaque fois quasiment pendant 40 minutes à chaque fois. C'est vrai que c'est la faute des Péruviens ou des Chiliens par rapport aux gestes qu'ils ont posés, mais ça nous biaise beaucoup sur vraiment le potentiel réel de l'équipe canadienne. Il faut aussi mettre en balance que le Venezuela a battu 2 équipes de la CONCACAF, donc le Mexique et la Jamaïque. Donc, j'ai l'impression que c'est une équipe qui est vraiment préparée et qui voilà, je ne serais pas surpris que le Venezuela l'emporte. Donc, voilà. Je sais qu'habituellement, je suis beaucoup plus optimiste par rapport au Canada, et puis c'est pas du tout mon souhait. Mais j'ai l'impression que ça fait match piège. J'aurais peut-être même préféré affronter la Colombie, l'Uruguay, le Brésil, tiens,
Ah ouais? dans l'idée de savoir qu'on est David contre Goliath, qu'on se met dans un état d'esprit où personne ne veut nous voir passer et qu'on est capable de surprendre et de faire déjouer l'adversaire dans sa tête, Ouais. plutôt que ce match-là où tout le monde, a l'impression, voit déjà le Canada en demi-finale, alors que finalement, c'est juste, ça démontre qu'on n'a pas du tout suivi la compétition. Ouais, je comprends. Voilà donc pour ce match Venezuela-Canada. Si le Canada l'emporte, fort probablement, on n'est pas une surprise près, mais fort probablement un rendez-vous encore une fois avec Lionel Messi et l'Argentine. La revanche! Ouais, là, ce sera un autre gros David contre Goliath. Un très, très gros Goliath et un tout petit David. Sid, merci beaucoup encore une fois de t'être joint à cette émission aujourd'hui. Merci à vous d'avoir écouté jusqu'à la toute fin. C'est le dernier épisode de cette première saison du Combo. En mon nom, celui de Gonzo, celui de Sid, celui de tout le monde chez Mise au jeu. Merci énormément de nous avoir écoutés. Ça a vraiment surpassé nos attentes cette saison. Alors, on est très heureux de savoir que vous êtes de plus en plus nombreux à l'écoute. Et on se retrouve la toute fin de l'été. Dès que la NFL sera de retour, là, un peu avant le début de la saison NFL, on va être de retour au podcast Le Combo pour une saison 2024-2025 complète. C'est grâce à vous. On vous en remercie. Alors, bon été tout le monde. Bonne fin d'Euro. Bonne fin de Copa América. Et on se reparle à la fin du mois d'août. Ciao!